Merci Pascal d'avoir introduit cette réunion qui me semble très intéressante, surtout avec toutes ces molécules dont on entend parler. Et tout de suite, le professeur Jean-Philippe Norman va nous parler des différentes classes thérapeutiques. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup Hélène et Pascal. Alors en effet, les classes thérapeutiques dans le glaucome, il faut essayer de s'en souvenir un petit peu parce qu'il faut avoir une idée de l'efficacité de chaque classe thérapeutique de manière à savoir quand on commence un traitement si ce qu'on obtient, c'est à peu près ce qu'on peut espérer de cette classe et aussi des effets secondaires. Alors vous savez tous qu'il y a de très nombreuses classes thérapeutiques qu'on va voir, hein, les bêta-bloquants, les prostaglandines, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les alpha-2 agonistes, la pilocarpine et même un peu les rokinases qui vont sûrement être traités à nouveau par le professeur Antoine Labbé puisque c'est les molécules du futur, mais ce n'est pas tout à fait les molécules du futur puisqu'elles sont déjà commercialisées dans certains pays et vont l'être très prochainement en France. Alors, juste se rappeler que les modes d'action de ces molécules sont très variables. Certaines entraînent une réduction de la sécrétion d'humeur aqueuse, c'est le cas des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, des alpha-2 agonistes. D'autres augmentent le flux uvéoscléral, c'est bien connu, c'est les prostaglandines, et d'autres agissent sur le flux trabéculaire. La pilocarpine, qui était le plus vieux médicament et dont on ne va pas vraiment parler, et bien sûr, justement, cette nouvelle classe thérapeutique des rokinases. On a souvent dit qu'il fallait associer les médicaments ayant des actions différentes. Alors c'est certainement vrai, mais d'un autre côté, il se trouve que même quand on associe des médicaments ayant le même site d'action, on peut avoir une efficacité complémentaire. Donc chaque médicament n'arrive pas à obtenir le maximum d'efficacité dans sa section, par exemple dans la réduction de la sécrétion d'humeur aqueuse. Une combinaison de deux médicaments qui agissent là peuvent intervenir. Les bêta-bloquants, tout d'abord, donc ce sont des médicaments qui sont maintenant bien anciens et ils ont été commercialisés dans les années 75 un peu partout dans le monde. On sait bien qu'ils entraînent une réduction de la synthèse d'humeur aqueuse au niveau des processus ciliaires. Alors, on a un peu oublié toutes ces catégories de bêta-bloquants. Il y avait les bêta-bloquants qui étaient non sélectifs, c'est-à-dire qui agissaient sur tous les récepteurs bêta. Et le premier d'entre eux, c'est le timolol à plusieurs concentrations. Alors, on peut dire que de manière générale, lorsqu'on atteint la concentration médiane de 0,25%, on a l'efficacité maximale. Mais de fait, l'habitude a été prise de donner les concentrations les plus fortes. On a le cartéolol qui a une activité sympathomimétique intrinsèque, c'est-à-dire que il bloque les récepteurs, mais en même temps, il les protège un petit peu. Et ça a été proposé pour éviter la vasoconstriction au niveau de la tête du nerf optique dans les glaucomes à pression normale. Maintenant, c'est un peu passé de mode, mais c'était un grand sujet auparavant. Puis, il y a une autre catégorie qui est quand même vraiment assez spécifique aussi, c'est les bêta-insélectifs, c'est-à-dire le bêtaxolol. C'est un bêta-bloquant qui est moins puissant que les autres, certainement, mais qui agit de façon beaucoup plus sélective avec moins d'effets secondaires. Donc, ce qu'on peut dire des bêta-bloquants, c'est qu'on peut espérer de ceci une baisse pressionnelle d'environ 20 à 25% et l'efficacité d'autant plus importante qu'il y a une forte hypertonie. Les effets secondaires, on les connaît. Ils ont une action sur la conduction auriculo-ventriculaire. Le rythme cardiaque d'effort, je dirais que chez nos patients en général, c'est peut-être le point sur lequel on pourrait souligner. Moi, tous les patients à qui je propose des bêta-bloquants, la première question que je pose, c'est est-ce que vous faites du sport? Si c'est le cas, ils seront un petit peu étouffés par les bêta-bloquants et donc peut-être ce n'est pas une bonne indication. Les effets pulmonaires, on les connaît, asthme, bronchite chronique, ça peut avoir un effet au niveau du système nerveux central et entraîner aussi une modification du profil lipidique. On a des gels de bêta-bloquants qui sont beaucoup moins concentrés, qui permettent une réduction des effets secondaires. C'est ce qu'on voit là sur la partie droite. L'air sous la courbe, c'est la quantité de bêta-bloquants dans le sang. On voit bien une énorme différence entre un bêta-bloquant donné à forte concentration 2 fois par jour versus un gel donné une seule fois par jour. Donc ça peut avoir son intérêt. Le problème des bêta-bloquants, c'est qu'ils entraînent une synthèse. Donc, on bloque les récepteurs, ils entraînent une synthèse de nouveaux récepteurs, et à cause de ça, il y a une sorte d'emballement qui provoque un échappement thérapeutique. Et donc, au sein des bêta-bloquants, il y a des nouvelles voies de traitement en utilisant la thérapie génique, c'est-à-dire en utilisant un ARN qui pénètre dans les cellules et qui bloque cette synthèse de nouveaux récepteurs. Donc, en fait, les récepteurs ne peuvent plus
être reproduit et l'efficacité du bêta-bloquant va donc plus perdurer, il n'y aura plus d'échappement. Donc ça, c'est des éléments, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais qui permettraient de donner une nouvelle vie à ces bêta-bloquants. La révolution des prostaglandines, on les connaît bien, puisque c'est la première classe thérapeutique développée en ophtalmologie pour et utilisant les trois principales drogues qui sont le xalatan, le Lumigan et le travatan. Ils agissent au niveau de la voie uvéosclérale et vous voyez qu'ils ont à peu près tous la même tête. Alors, que peut-on attendre de ces traitements? Une baisse pressionnelle d'environ 8 mm de mercure dans les trois principales classes thérapeutiques, les trois principales prostaglandines dans les études de phase 3. Et comme on voit dans cette très belle étude de notre ami Flora Abtelm qui nous montre que au sein de ces prostaglandines, on a une efficacité qui va de 28 à 33% en fonction du pic ou du creux d'efficacité. Voilà ce qu'on peut attendre de ces traitements. Un autre avantage de ces traitements aussi, c'est qu'ils agissent la nuit. Les prostaglandines agissent la nuit, ce qui n'est pas le cas des bêta-bloquants, puisque le système bêta est déjà naturellement très bas le soir. Donc, pour des patients qui pourraient avoir des poussées de tension nocturne, eh peut-être que les prostaglandines seraient plus efficaces. C'est le cas aussi, on va le voir, des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc, c'est un autre élément qui permet de voir ces prostaglandines comme très complémentaires des bêta-bloquants. Les effets secondaires, on les connaît. Le premier qui a plus frappé, c'est le changement de couleur d'yeux. Et dans des yeux comme ceux qui sont présentés ici sur cette diapositive, eh bien, 100% des patients qui ont cette couleur d'yeux au départ vont changer de couleur. Donc, en moyenne, c'est 5%, mais sur un certain type d'yeux, on est presque sûr que ça va arriver en un an. Donc, il faut vraiment prévenir les patients que ces yeux déjà bicolores seront ceux qui changeront le plus. Ceux qui sont très clairs et homogènes changeront très peu. C'est non réversible et très heureusement, beaucoup d'études ont montré que c'était sans risque, que les pigments restaient dans les cellules et que donc il n'y avait pas de risque, par exemple, de dispersion pigmentaire dans le trabéculum, voire de pathologies encore plus graves qui pourraient survenir. Dans la tolérance est variable, il y a une hypertonie, une hyperémie conjonctivale qui est assez notable, mais elle cède souvent au bout d'un mois. Donc, ça vaut la peine de prévenir les patients et d'attendre un peu pour voir si elle ne cède pas spontanément. Elle est particulièrement fréquente avec le bimatoprost. On sait aussi, et c'est assez surprenant au départ, que cette hyperémie, et on voit cet exemple sur la droite, tout à fait à droite, le Lumigan donne une très forte hyperémie. Si on met en même temps un bêta-bloquant, c'est déjà moins fort, et si on les associe dans le même collier, il y a encore moins d'hyperémie. Donc il semble que les bêta-bloquants associés aux prostaglandines entraînent une réduction de cet effet secondaire, qui est un effet secondaire qui est assez majeur. On connaissait aussi un certain nombre d'autres effets secondaires qui inquiétaient beaucoup au départ. La récurrence d'herpès, bon, c'est peut-être moins présent maintenant. On peut penser quand même que c'est une molécule qui est inflammatoire, donc pro-inflammatoire, donc plutôt défavorable en cas d'uvéite. Ça aurait pu aussi entraîner des œdèmes maculaires cystoïdes réversibles. Et puis par ailleurs, ce qu'on a vu avec le temps, c'est une pigmentation de l'orbite, ça c'est incontestable, un allongement des cils, une involution de la graisse orbitaire, et certains ont parlé aussi d'effets pulmonaires, mais c'est nettement moins fréquent. On peut quand même dire globalement, et je ne serai peut-être pas le seul à insister sur ce sujet, que le premier problème, évidemment, c'est l'utilisation dans tous ces médicaments de conservateurs et en particulier du chlorure de benzalkonium. Certains sont moins agressifs, comme le polyquad, mais fondamentalement, les conservateurs sont vraiment tout à fait délétères. Ça a été prouvé à court terme, ça a été aussi prouvé par des grandes études qui ont été faites par l'ensemble des glaucomatologues français il y a quelques années, qui voyaient la fréquence de troubles de la surface oculaire. Lorsqu'on donnait un seul collyre, eh bien, il y avait seulement 17% de patients qui présentaient des troubles importants. Et au fur et à mesure que c'est la partie en jaune en haut de ces petits de ce graphe, lorsqu'on prenait 2 collyres, on tombait sur 26% et 3 collyres, des effets sur la surface oculaire à carrément 35%. Et pris autrement, c'est-à-dire non plus en regardant les collyres, mais la sévérité du glaucome, entre hypertonie oculaire, glaucome débutant, glaucome modéré ou glaucome sévère, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, ce qui est très logique, puisque c'est dans ces cas, dans les cas les plus avancés, que le traitement est donné en plus grande quantité.
Donc, c'est pour ça aussi qu'a été développée ces prostaglandines avec sans conservateur. On voit qu'elles ont la même efficacité, ça c'est le cas du monoprost par rapport aux xalatans, en termes d'efficacité que le produit Princeps avec conservateur, ce qui n'était pas évident tout à fait au départ. Et en revanche, très rapidement, il y a une réduction, on le voit, des symptômes subjectifs à l'instillation. Donc, incontestablement, c'est la raison du succès de ces molécules. Alors, on pourrait aussi imaginer, et ça a été des études qui ont été faites, de les mettre dans des petits clous lacrymaux qui vont libérer progressivement ces prostaglandines. Bon, ça a été essayé, ça n'a pas été tout à fait convaincant. On peut aussi les mettre dans des petits anneaux que l'on va placer dans cul-de-sac conjonctival supérieur et inférieur. Là aussi, c'est peut-être pas tellement évident, mais ça a été aussi proposé. Et puis, on peut aussi se proposer de les injecter dans l'œil, comme vous l'avez présenté là, la sorte de petite pâte qui permet de durer 3 mois, 6 mois, sans avoir besoin de faire à nouveau des injections. Et certainement, il y a des situations qui seront favorables lorsqu'ils seront soit mal tolérés ou si on se dirait que l'observance ne puisse pas être tout à fait correcte. Enfin, pour finir avec cette classe des prostaglandines, une molécule a été développée qui est aussi donneur de NO, donc susceptible d'être vasodilatatrice au niveau de la tête du nerf optique, c'est le Visulta. Là aussi, elle est commercialisée dans certains pays, pas en France, et il est plus efficace que le timolol et le latanoprost, avec un effet pressionnel qui est maintenu. Donc, pourrait être proposé si réellement on peut prouver que la dilatation de la tête du nerf optique a un sens avec cette molécule. On passe rapidement aux inhibiteurs d'anhydrase carbonique qui agissent donc au niveau des procès ciliaires par inhibition de l'anhydrase carbonique qui entraîne la synthèse d'humeur aqueuse. Bon, pour aller rapidement, donc les molécules connues, c'est le trusope, l'azope, 3 fois par jour si donné seul, 2 fois en association. Les effets secondaires sont surtout locaux, avec une allergie et un eczéma, particulièrement avec le trusope d'ailleurs, et un goût amer avec les 2 molécules, et un effet qui est additif avec les autres classes thérapeutiques, mais c'est important, pas aussi efficace que l'acétazolamide, c'est-à-dire le Diamox en comprimé. Donc une baisse pressionnelle de 20 à 25%. Les alpha-2 agonistes, eux, qui essentiellement iopidine et brimonidine, c'est-à-dire l'alphagan, qui bloquent les récepteurs de la noradrénaline, entraîne une réduction de la synthèse d'humeur aqueuse, 2 fois par jour avec l'un. Et l'intérêt essentiel, c'est l'hypertonie oculaire post-laser avec un risque d'allergie et d'échappement thérapeutique, surtout avec la iopidine. Baisse professionnelle, 25%. Quelques mots sur cette nouvelle classe thérapeutique sur laquelle le professeur Labbé va sans doute insister, c'est les inhibitions des rokinases. Alors c'est assez complexe, il y a ça. Les rokinases, c'est un processus majeur dans de nombreuses processus cellulaires, en particulier de mouvement et de cohérence des cellules les unes à côté des autres. Donc il y en a énormément, je ne vais pas rentrer dedans. En revanche, j'aime bien cette diapositive. Si vous regardez de près les toutes petites flèches en haut, c'est la séparation d'une cellule par rapport à l'autre, c'est-à-dire une cellule l'une à côté de l'autre. Et quand on met un inhibiteur de l'arakinase, vous voyez une énorme dilatation, ce qui indique que en fait, ça se passe au niveau du trabéculum. Le trabéculum peut être en fait un peu délacéré par les rokinases. Et ça, ceci a été d'ailleurs prouvé histologiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a donc les inhibiteurs, le Repressa, qui agit uniquement comme inhibiteur ROC, dont l'efficacité est un peu plus faible que le latanoprost, et puis des associations entre justement le nétasurdyl, c'est-à-dire le Repressa, et le latanoprost, permettant, donc sous le nom de Roclatan, qui est donc plus puissant que chacun des deux respectivement. Et donc c'est une nouvelle association thérapeutique possible sans bêta-bloquant. Voilà, donc ce sont des molécules qui sont déjà commercialisées dans un certain nombre de pays du monde, au Japon depuis assez longtemps. Le nétarsurdil, donc, c'est approuvé à la fois aux États-Unis et en Europe. Ça va bientôt être commercialisé en France, je pense. La molécule est utilisée 2 fois par jour pour l'un ou une seule fois par jour pour l'autre. Des effets indésirables, d'hyperémie conjonctivale, ça c'est peut-être le plus important, même d'hémorragie sous-conjonctivale et de blépharoconjonctivite allergique. Et puis, un effet secondaire un peu surprenant, le cornea verticillata sous nétarsurdil.
Et voilà, donc l'association nitazuridine latanoprost roclatant. Donc, comme je vous le disais, c'est latanoprost et ROC, inhibiteur. C'est approuvé aussi aux États-Unis depuis maintenant quelques années, une fois le soir. C'est l'effet synergique des deux molécules, avec toujours ce problème important d'hyperémie conjonctivale, de cornea verticillata, puisque des molécules, il y a le nitazuridine, et puis de l'armement et un confort. Juste pour terminer, précisément dans les temps, un petit mot sur les cannabinoïdes, c'est-à-dire la marijuana, hein, pour être clair. Ça fait vraiment baisser la pression de 30%. C'est donc accepté dans certains pays, mais ça a une durée courte, environ 4 heures. Et c'est lié à un effet directement au niveau oculaire et pas au niveau du système nerveux central. Autrement dit, on pourrait l'instiller en collier, ça pique un peu, ça n'a aucun effet général et en conséquence, ça ne plaît pas vraiment. Mais ça marche aussi si on l'utilise en le fumant. Je vous remercie.